Silver Eco, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du festival international Silver Eco Bien Vieillir au Palais des Festivals de Cannes. EHPAD du futur, quelle vision et quelle stratégie? Cet épisode est consacré à l'avenir des maisons de retraite et à la façon dont nous prendrons demain soin de nos aînés. Avec la participation de Fadila Bekouche, directrice de la résidence du Verger à Sanary, groupe Univie, et Alexandre Nicollet, cofondateur de Monseigneur. Bonjour à tous, bonjour, rebonjour pour certains. Bienvenue dans cet atelier intitulé EHPAD du futur 2.03. Et ça, c'est tout un programme. Alors, autour de moi, à côté de moi, j'ai donc Alexandre Nicollet de Monseigneur. Bonjour à tous. Et Fadila Bekouche de Univie. Bonjour. On commence peut-être par une petite présentation, Fadila et Alexandre, l'un et l'autre à la fois de l'organisme que vous représentez et peut-être des liens qui vous unissent également. Donc Fadila Bekouche, directrice d'un EHPAD et d'une résidence autonomie Le Verger, située à Sanary-sur-Mer, du groupe associatif Univie, créé par la fédération Agir Carco. Donc Alexandre Nicollet, je suis le cofondateur de Monseigneur. Chez Monseigneur, on développe des maisons d'accueil familial pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Donc, ce sont des maisons au cœur des villages, plutôt des villages de campagne, dans lesquels il y a un professionnel soignant qui habite avec sa famille. Et son métier, c'est d'héberger et de prendre en charge chez lui jusqu'à 3 personnes en perte d'autonomie. Et notre lien en fait avec les EHPAD, c'est vraiment cette complémentarité de solutions. On a vécu un modèle tout EHPAD depuis de nombreuses années et on est petit à petit en train d'arriver vers un nouveau modèle où en fait on vient un peu décloisonner toutes ces solutions pour proposer en fait des dispositifs adaptés à chaque étape du parcours de vie. Et c'est comme ça qu'en fait on travaille nous aujourd'hui main dans la main avec des établissements comme celui de Fadila pour proposer en fait pour donner le choix aux personnes dans leur typologie de prise en charge. Alors aujourd'hui, quand on parle d'EHPAD, ça évoque immédiatement des tas d'enjeux. On va les prendre un par un. Pour moi, le premier que je souhaitais traiter avec vous, c'est celui des professionnels soignants et des encadrants. Alexandre Nicollet, il y a vraiment un sujet pour vous autour de la valorisation et de la reconnaissance de ces professionnels, du prendre soin, comme vous dites. Effectivement, c'est un point essentiel et c'est un choix qu'on a fait très tôt dans le développement du projet de Monseigneur, c'est de mettre le professionnel du prendre soin au cœur du modèle. Pourquoi? Simplement pour se dire que, en fait, si on prend soin du professionnel, il prendra bien soin de nos personnes âgées. Aujourd'hui, on est arrivé dans des systèmes où, malheureusement, ces professionnels sont souvent à bout, ont du mal à s'y retrouver dans leur vocation, parce que leur vocation, qui est toujours présente et vivante, c'est d'être au service de personnes fragiles. Mais malheureusement, on est dans des modèles où on a pas mal de difficultés pour leur proposer un environnement de travail et une qualité de vie qui leur permet d'être épanouis. Donc on a fait le choix donc, de vraiment mettre ce professionnel au cœur du dispositif. C'est-à-dire que les besoins, ils découlent pas de la personne âgée, mais du professionnel. Et nous, notre rôle, c'est de répondre à ces besoins. Et ensuite, le professionnel, lui, son rôle, c'est de répondre aux besoins de la personne âgée. Donc c'est comme ça qu'on met au cœur de ces modèles le professionnel. Et puis, c'est aussi lui permettre de se sentir valorisé et reconnu. Ça passe par la formation. On est en train de développer une école de formation qui s'appelle l'école du prendre soin, pour leur permettre de valoriser et d'être dans une démarche d'amélioration continue de leur pratique, mais aussi un diplôme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il manque de diplôme de ces professionnels-là pour qu'ils soient reconnus au niveau de la société et au niveau des personnes qui les accompagnent. C'est une école physique, numérique, à distance? Comment ça se passe? C'est principalement numérique, pour une bonne raison, c'est que ces professionnels-là, leur métier, c'est d'être avec les autres. Donc c'est très compliqué de se rendre disponible pour suivre des parcours de formation en présentiel. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de parcours numériques,
mais qui restent très incarnés dans le sens où ce sont sur des sujets vraiment très pratico-pratiques de leur métier. Fadila, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Vous souhaitez peut-être le compléter. Je vais surtout le compléter en fait. Nous, effectivement, en tout cas dans notre EHPAD et dans notre résidence autonomie, on a plutôt une approche en fait qui est centrée sur la personne. Donc on a choisi en fait un accompagnement personnalisé, respectueux des besoins et des envies et des préférences du résident. Bien évidemment, cette approche, elle repose sur des fondements éthiques et moraux, donc le respect de la dignité et des choix, le respect de sa liberté, la participation du résident, la préservation de son autonomie physique et psychique, le projet de vie personnalisé, la qualité de vie, donc au-delà des soins médicaux, le bien-être émotionnel et social doit être pris en compte, la formation du personnel aussi, et le groupe Univie, en fait, pour en fait mettre en place ces valeurs et ces principes, a lancé un label qui s'appelle le label Lobelia. C'est un référentiel bientraitance Univie, donc qui repose sur 3 dimensions et 3 enjeux. La sollicitude pour favoriser le bien-être des résidents, faire des proches de véritables partenaires de confiance dans l'établissement, des personnels comme étant des acteurs de l'évolution des organisations médico-sociales par une relation de confiance, une écoute et un accompagnement dans leur vie professionnelle. Les objectifs, c'est de développer un label volontaire, donc qui regroupe des bonnes pratiques, des comportements vertueux et respectueux des résidents, des salariés et des proches. Rendre plus attractifs aussi les établissements aux yeux des familles, des futurs résidents et aussi des professionnels futurs et actuels, et faire des familles des véritables partenaires des établissements. Les ambitions qui ont fait qu'on en est arrivé en fait à ce label, c'est favoriser le travail d'équipe et le sentiment d'appartenance à un groupe, devenir un modèle, une référence, valoriser un savoir-être et un savoir-faire, contribuer à l'attractivité des métiers du grand âge aussi. Le label est orienté bientraitance et c'est aussi une démarche qui a été, donc, je pense que vous l'avez compris, co-construite avec toutes les parties prenantes, qui implique tous les corps de métier, qui s'adapte aussi aux moyens internes de l'établissement, qui nous différencie aussi des autres opérateurs et qui contribue à la qualité de vie des usagers, de leurs proches et des salariés. Merci pour ce complément. Fadila, vous l'avez un petit peu évoqué déjà, mais chez Univie, vous mettez vraiment l'accent sur l'intégration des familles. Vous en avez dit 2-3 mots, dans le fonctionnement de l'EHPAD, bien sûr. Et ça, c'est un projet que vous avez appelé Vie la vie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, je vais vous en dire plus. Alors, on le sait, hein, c'est vraiment un enjeu clé pour l'amélioration du bien-être des résidents et le renforcement des liens familiaux. Donc, c'est soutenir les familles dans leur parcours qui est souvent difficile en tant qu'aidant. C'est renforcer le dialogue avec les familles. C'est organiser, bien évidemment, des réunions familles, où sont conviés les résidents et les professionnels aussi, ce qui renforcera la collaboration et la transparence. Il s'agit aussi d'écouter et d'impliquer les familles dans la prise en soin du résident. Et Univie propose en fait ce qu'on appelle le parcours Vie la vie. Donc le parcours Vie la vie permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un établissement, d'aider les proches à trouver leur place dans l'accompagnement de la personne accueillie, d'être accompagné en tant qu'aidant dans les besoins tels que le financier, la santé, le lien social, etc., de participer aussi à la communauté des aidants Univie. Vie la vie, c'est en fait un ensemble de services d'aide et de soutien qui est destiné aux proches aidants des résidents hébergés au sein des établissements Univie. Et dans Vie la vie, on propose des services qui sont accessibles en ligne via un site internet, mais aussi des activités en présentiel. Donc c'est pour les nouveaux proches aidants une conférence d'accueil et d'intégration qui est organisée en moyenne tous les trimestres. À cette occasion, le fonctionnement d'un établissement médico-social est présenté. Le site internet permet aussi d'accéder à un bouquet d'activités avec des informations utiles et des actualités ciblées, un programme de sensibilisation, voire même de formation,
des petits modules, des courts modules de vidéos sur des thématiques, par exemple, comme comprendre la maladie d'Alzheimer ou faire face à la fin de vie de mon proche. Les établissements du groupe Univie et les partenaires donnent un accès à un programme d'activité, donc prévention, lien social, et ces événements ont lieu sur les établissements Univie. Merci beaucoup. Alexandre, le renforcement du lien social dans les structures d'accueil pour personnes âgées, c'est aussi au centre, bien sûr, de vos missions, mais vous avez une approche assez originale qui consiste à impliquer la communauté locale. Oui, en fait, on est sur des territoires où il existe peu d'offres, c'est la ruralité, où ce sont des villages où la solidarité entre les habitants est très importante. Et pour nous, c'est important aussi de s'appuyer sur cette solidarité entre les personnes habitant le hameau Monseigneur et la communauté locale. C'est une solidarité qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, implanter un hameau dans un village, c'est permettre aussi une redynamisation de ces territoires-là. Ça va permettre, quand on s'implante, en fait, on s'implante toujours à proximité des centres de village pour que les personnes du hameau puissent aller à pied au commerce, chez le boulanger, pour qu'ils puissent avoir ces interactions sociales-là. Et dans l'autre sens, on permet en fait aux personnes du village d'intervenir au sein du hameau. C'est-à-dire que dans le hameau, donc c'est 3 maisons au cœur duquel il y a ce qu'on appelle une orangerie. Dans cette orangerie, en fait, on va permettre aux personnes de la commune, mais aussi aux associations locales, de venir proposer des ateliers pour animer la vie du hameau. Ça peut être, pour un exemple très concret, le coiffeur du village qui vient coiffer toutes les personnes du hameau le premier mercredi du mois. Mais ça va être aussi l'association de belote du village qui va pouvoir faire ses ateliers dans l'orangerie. Et voilà, c'est une solidarité mutuelle qui est très importante. Et puis on va aussi impliquer énormément, et c'est essentiel pour nous, les collectivités, s'intégrer en fait dans le tissu déjà existant de professionnels de soins. Donc il y a toute une multitude de liens qui se créent en fait entre le hameau et la collectivité locale. Et dans les deux sens, avec réciprocité. Exactement. Et c'est win-win. Ok. Pour Univie, Faliba, l'EHPAD, je l'ai lu, c'est chez soi dans un chez nous. Oui. Comment est-ce que vous concevez ça ? En fait, notre philosophie, elle est simple et elle est partagée aussi avec les professionnels des établissements. C'est vraiment en fait de faire de ce lieu de vie en fait un chez-soi dans un chez-nous. Quand on a l'arrivée en fait d'un nouveau résident, notre souhait, c'est vraiment en fait de créer un environnement familial, un environnement qui soit chaleureux et qui se rapproche le plus possible en fait de son domicile. Donc avec la possibilité, bien évidemment, en fait, de personnaliser sa chambre ou son appartement pour justement en fait favoriser et préserver son intimité, son confort personnel, pour qu'il soit le plus possible en fait, qu'il se sente le plus possible en fait dans son domicile. Et les résidents doivent pouvoir personnaliser et individualiser donc leur espace de vie, recréer un espace avec bien évidemment des objets personnels, des souvenirs. Et avec le personnel, on est vraiment toujours en fait à la recherche d'un équilibre pour les résidents entre le domicile, la vie institutionnelle, entre les droits individuels et les obligations collectives, entre la liberté, la sécurité, la personnalisation des prestations et la non-stigmatisation des handicaps ou de la perte d'autonomie. C'est, encore une fois, notre philosophie, c'est un chez-soi dans un chez-nous. Il s'agit vraiment d'accueillir en fait les personnes dans un esprit qui soit proche du domicile, recréer leur domicile, les accompagner jusqu'au bout selon leur volonté. Et le chez-soi, ce sont aussi des chambres qui sont meublées au goût du résident, où l'on peut recevoir qui l'on veut et quand on veut, comme à la maison. C'est conserver aussi son propre rythme de vie tout en préservant sa liberté. Le chez nous, en fait, c'est une complémentarité là aussi. Ce sont à la fois les résidents, les familles, les professionnels, les intervenants extérieurs, les repas au restaurant, les espaces communs, le parc. Et cette volonté du vivre chez soi, c'est aussi soutenir une vie sociale et culturelle qui soit active par l'ouverture sur l'extérieur, par des partenariats qui soient actifs, favoriser les liens sociaux, partager des moments intergénérationnels.
Et donc pour nous, à l'avenir, l'architecture et les espaces de vie seront réinventés pour favoriser l'autonomie et le bien-être des résidents. Les chambres ou les appartements seront plus flexibles et adaptables aux besoins des résidents, ce qui permettra de personnaliser davantage l'espace de vie du résident en fonction de son état de santé et des préférences individuelles. Les EHPAD du futur pourront aussi être, et je rejoins Alexandre sur ce point, ils pourront aussi être intégrés dans des quartiers qui soient intergénérationnels, avec des infrastructures qui soient partagées. Donc par exemple le partage des locaux avec une crèche, ou encore l'installation d'un bureau, un open space pour des personnes en télétravail qui en échange viennent partager leur repas du midi avec les résidents, ou avec le reste de la ville, les écoles, les commerces, les cabinets médicaux, ce qui favoriserait ainsi le lien social et réduirait le sentiment d'isolement. Le Verger, c'est aussi, donc l'établissement que je dirige, c'est aussi l'exemple même d'une architecture, permettant la cohabitation de l'EHPAD et de la résidence autonomie, une passerelle qui permet aux résidents de limiter la rupture entre la résidence autonomie et l'établissement. Alors, je vais aller un petit peu vous embêter là-dessus, mais c'est une question que je me pose par rapport à cette passerelle dont vous venez de parler et la nécessité de couper le moins possible les habitudes, ce qui est ancré, et notamment ce qui rassure. Quid des animaux domestiques? Parce que c'est une vraie déchirure que de se séparer, quel que soit l'âge, de son animal de compagnie. Et pourtant, vous disiez, c'est trouvé aussi chez soi, chez nous, c'est le lien aussi entre sécurité d'un côté, les normes également, d'hygiène. Comment est-ce que vous gérez cette question? Alors, je suis directrice d'établissement depuis maintenant 16 ans. Et on a toujours, en tout cas j'ai toujours accepté le fait que la personne âgée arrive au sein de l'établissement avec son animal de compagnie. C'est vrai que la difficulté au sein de nos établissements, c'est de dire, effectivement, en fait, la personne peut venir avec son chien, son chat, à partir du moment en fait, où la personne peut s'en occuper, ou alors la famille peut s'en occuper, ou une auxiliaire de vie. Mais ça n'a jamais été en fait une problématique au sein des établissements Univie. Jamais. Pour vous, parce que ça l'est parfois ailleurs. Et dans le hameau? En fait, le hameau, c'est d'une forme de domicile. Donc, il y a tout à fait cette liberté-là. Et puis, on allait encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, dans chaque hameau, il y a un poulailler. Donc, il y a déjà des animaux présents sur le hameau. En fait, il y a tout le jardin est un espace très important, en fait, dans la solution qu'on propose, que c'est un lieu de partage. C'est un lieu où on va passer du temps. Il y a un potager aussi dans chaque hameau. Un potager adapté, donc à hauteur, pour permettre en fait aux personnes accueillies, notamment en fauteuil roulant, de pouvoir entretenir le potager. Voilà, il y a ce lien à la terre est important. Encore une fois, on est dans la ruralité. C'est des personnes qui ont besoin de cette connexion à la terre et qui cette pratique du jardinage, d'être en extérieur, va leur permettre aussi de maintenir l'autonomie. Donc on met ça beaucoup en avant et donc il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans le jardin du hameau. Vous avez beaucoup travaillé sur la question et sur le sentiment du déracinement. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou plutôt l'absence de sentiment de déracinement. Vous en êtes arrivé à quelle solution? En fait, on a fait le choix de s'attaquer à des zones où malheureusement il y a peu d'offres existantes, il n'y a pas de structures comme Univie qui permettent cette prise en charge-là. Donc ces personnes âgées de ces villages, lorsqu'ils arrivent à ce moment où ils ont besoin d'être pris en charge, vont devoir aller à 50 km de chez eux pour trouver un établissement qui les accompagne. Ce déracinement va provoquer une rupture dans leurs habitudes de vie, dans les liens sociaux qu'ils ont eus habituellement. Notre objectif, nous, c'est d'accompagner les personnes âgées de la commune dans laquelle on s'implante. En fait, ça leur permet de maintenir ces liens sociaux, de continuer à aller chez le même boulanger, chez qui ils ont été pendant les 50 dernières années, de continuer à voir leurs amis, tout en étant accompagnés dans une maison adaptée à leur perte d'autonomie et à leur pathologie. Et en fait, ce maintien du lien social va aussi garantir un maintien de l'autonomie de la personne âgée, et ça va lui permettre d'être stimulé au quotidien. Pourquoi est-ce qu'en fait, une personne que l'on va extraire de son environnement habituel
va forcément se renfermer sur lui-même et surtout avoir un sentiment d'inutilité. Dans les hameaux Monseigneur, on a besoin de donner un rôle à chacun. Et donc, par exemple, un exemple très concret sur la préparation des repas. Tout le monde participe à la préparation des repas. Et en fait, juste grâce à ça, ça peut paraître un tout petit peu simplé, mais ça permet à la personne âgée de se dire, en fait, le matin, je vais devoir me lever, m'habiller, sortir de ma chambre, parce qu'en fait, on attend que je participe aux tâches du quotidien. C'est extrêmement important d'impliquer ces personnes-là dans les activités du quotidien. Ça va leur permettre de maintenir cette autonomie. Une manière de les réenraciner après ce déracinement. Exactement. Et voilà, de leur trouver... En fait, l'idée de base, c'est de remettre la personne âgée au milieu du village et de leur montrer qu'ils sont utiles aussi dans notre société. On a besoin d'eux et c'est une valeur extraordinaire. Et en fait, ce défi démographique qui arrive les prochaines années, on le voit comme un défi, comme peut-être des difficultés, mais c'est aussi une chance. Et donc, on doit saisir cette opportunité d'avoir une société avec beaucoup de personnes âgées, mais qui ont énormément de choses à nous apporter. Merci. On a tous été profondément choqués il y a quelques années par les révélations de maltraitance, bien sûr, dans certains EHPAD. Fadila, chez Univi, la question de la bientraitance, c'est devenu une priorité. Oui, c'est devenu une priorité pour le groupe Univi, effectivement. Donc, suite au Covid et au livre qui est sorti. Et le groupe Univi, en fait, a décidé donc, de lancer le label Lobelia, le label, un référence bientraitance, le label Lobelia. Dont vous parliez en introduction. Je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est en réaction à ces révélations. Tout à fait. D'accord. Est-ce que ce label a fait des petits ? Alors aujourd'hui, on a plus de 10 établissements qui ont été labellisés au sein du groupe Univi. Et l'idée, en fait, c'est que tous les établissements du groupe soient labellisés. Et est-ce que ça a donné l'idée, l'envie à d'autres de reproduire un peu ce système de labellisation, avec peut-être d'autres critères, mais en tout cas, est-ce que ça a fait force d'exemple ? Alors, force d'exemple, certainement, puisque le label, en fait, peut aussi être utilisé par les autres groupes. D'accord. Alexandre, chez Monseigneur, vous préférez parler d'un habitat adapté et non stigmatisant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous exactement ? Pourquoi vous êtes attaché à cette nomination-là, non stigmatisant ? En fait, ça rejoint notre propos du début, c'est cette complémentarité de solutions. Nous, on intervient dans une période de vie où la médicalisation n'est pas obligatoire. L'adaptation, l'accompagnement dans les actes du quotidien est indispensable, mais un besoin quand même d'accompagnement en soins, mais pas besoin d'habiter dans une maison médicalisée. Donc l'idée, c'est de sortir un petit peu de ces grands couloirs tout blancs de l'hôpital, mais d'être dans une maison individuelle qui garde la chaleur d'un habitat, d'une maison de campagne, dans lequel il y a la décoration de la personne qui y habite, le désordre d'une maison qui vit, mais en même temps la chaleur d'un foyer, et permettre en fait à ces personnes de s'approprier cette maison et de se sentir vraiment chez soi. Oui, on leur demande quand même de quitter leur maison habituelle, et c'est un acte qui n'est pas évident, mais on leur propose surtout de se recréer un chez-soi et de vraiment se l'approprier et d'en faire son nouveau lieu de vie du quotidien. Fadila, ça c'est une vision, un prisme que vous partagez aussi. Alors au-delà du non médicalisé, vous mettez aussi en avant une thérapie non médicamenteuse. Oui. On développe au maximum en fait les thérapies non médicamenteuses. Donc ça représente une approche complémentaire ou alternative au traitement médicamenteux, et ça vise à améliorer la qualité de vie des résidents tout en réduisant les effets secondaires. Et dans les thérapies non médicamenteuses, j'ai choisi en fait d'y intégrer le parc. Comme exemple, en fait, au sein de notre établissement, on a la chance d'avoir un parc de 2 hectares qui est embelli par des parcelles fleuries, et on a créé des espaces conviviaux. On a aussi un parcours de santé au sein du parc, et c'est un véritable outil en fait qui favorise la santé, la sérénité et le bien-être de nos résidents.
c'est en fait un élément extérieur et environnemental qui nous permet aussi en fait de développer les différents sens, la motricité de par en fait le parcours de santé, l'apaisement de l'esprit. Il fait partie intégrante en fait du lieu de vie de notre EHPAD et c'est vraiment en fait la personne âgée en fait qui évolue donc à l'intérieur, elle a aussi cette chance d'avoir cet extérieur, donc le dehors en fait qui devient thérapeutique et qui renvoie les résidents en fait à des sensations et qui les oblige aussi à réagir par exemple au climat. Il y a de véritables en fait objectifs qui sont visés en fait par le projet de soins, comme par exemple l'amélioration du fonctionnement sensoriel, de l'autonomie du résident, des fonctions cognitives, en particulier l'orientation dans l'espace et dans le temps, la mémoire aussi, et l'amélioration aussi des interactions sociales, puisque le parc en fait est aussi un lieu d'échange avec les familles et les professionnels. Et c'est une thérapie collective à ce moment-là, le parc ? Ça peut être individuel aussi. C'est une pratique qui est répandue, que vous avez déjà remarqué ailleurs ? Oui, dans l'ancien établissement qui est situé dans le 95, on avait aussi la chance d'avoir un parc avec des animaux aussi. Et du coup, en fait, effectivement, on s'est rendu compte que ça permettait en fait aux résidents en fait de s'y sentir bien et d'aller rechercher des sensations peut-être parfois oubliées et de créer, comme je disais tout à l'heure, des interactions avec les professionnels et avec les familles aussi. Là, le sujet, c'était l'EHPAD 2.0, mais si on imagine un EHPAD 3.0, comment l'un et l'autre, vous l'envisageriez, idéalement ? Je crois que, et c'est vraiment le sens de ce qui est en train de se passer actuellement, c'est toujours une meilleure intégration de ces différentes solutions, justement. C'est de permettre, en fait, de fluidifier le parcours de vie et de permettre de vraiment redonner le choix à la personne âgée et d'avoir une vraie continuité de parcours. On vit de plus en plus vieux, on découvre des pathologies qu'on ne connaissait pas avant parce qu'on n'arrivait pas à ces âges avancés. Donc on se doit de proposer un maximum de solutions, mais il faut que ces solutions, elles s'articulent entre elles. Et je crois que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, c'est que les différents acteurs se trouvent un fonctionnement collectif en montrant que voilà, on est dans cette logique de parcours de vie et qu'à un moment donné, on va pouvoir accompagner la personne plus sur 1 ou 2 ans, plutôt en fin de vie, mais plutôt sur 10-15 ans, parce qu'en fait, sur ces 10 ou 15 ans, la personne va vivre différentes étapes et va avoir besoin de différentes solutions à ses côtés. Et les principaux freins aujourd'hui qui empêchent d'aller vers cette version-là ? Je crois qu'il y a une chose qui est très ancrée parce que c'est un modèle qui a été utilisé pendant de nombreuses années. C'est vraiment passer tout de suite du domicile à l'EHPAD. Et en fait, c'est de voir qu'il y a une gradation en fait, de solutions pour accompagner tout au long du parcours. Et ensuite, c'est vraiment tout simplement du décloisonnement. C'est de montrer que tout ça, c'est décloisonné et qu'en revanche, en face, on a besoin d'un guichet unique, enfin d'acteurs qui soient là pour flécher vers les bonnes solutions. Parce que c'est toujours difficile quand on est proche aidant et que notre proche arrive dans une phase où il a besoin d'être accompagné, de trouver la bonne solution. Parce qu'on pourra créer 100 solutions si en fait la personne est perdue face à ce choix-là, c'est très compliqué. Donc il a besoin d'être soutenu, besoin d'être accompagné pour être orienté vers du maintien à domicile, vers une maison Monseigneur ou vers un EHPAD lorsque c'est nécessaire. Fadila, votre vision à vous de l'EHPAD du futur ? Alors moi, ma vision à moi, c'est la personne âgée au centre en fait de nos préoccupations. Avec, on n'en a pas assez parlé tout à l'heure, mais il va certainement y avoir aussi le développement de nouvelles technologies. Donc, mais je pense pas en fait que ça, il faut pas que ça prenne le dessus. Il faut vraiment en fait que ce soit centré sur l'humain. Il faut que cette nouvelle technologie, elle vienne en aide, par exemple, aux soignants, mais il faut aussi que le soignant, en fait, je sais pas si je dois le dire comme ça, mais il faut qu'au-delà en fait de ses compétences techniques, il développe aussi des compétences relationnelles, humaines, et que ce soit centré sur le résident et sur le professionnel.
On parlait en introduction de cet atelier des professionnels du soin. Quid de la pression sur le métier du recrutement, des formations? Vous en êtes où? Vous le vivez comment aujourd'hui? Pendant la crise du Covid, les soignants ont été largement applaudis, ils ont été largement félicités, ils ont été... Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai parfois des soignants qui sont en difficulté parce que y a le manque de personnel. Même si on est dans une dynamique en fait d'aide, qu'on est dans une dynamique d'accompagnement, il y a cette frustration parfois aussi de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout avec le résident. Et on a la chance au sein de notre établissement au Verger, c'est qu'on a vraiment développé, tu en parlais tout à l'heure, cette entraide et cette solidarité. Et on en revient en fait à la complémentarité des métiers, c'est-à-dire que, et ça aussi ça viendra dans les EHPAD du futur, c'est que je pense qu'il va falloir aussi décloisonner davantage en fait les métiers au sein d'un EHPAD et travailler davantage en fait ensemble. C'est le vivre ensemble en fait, travailler ensemble pour un objectif commun, le bien-être du résident. Alexandre, chez Monseigneur, ça se passe comment? Alors, c'est un sujet un petit peu différent parce que le métier qu'on propose, même si c'est aussi c'est des métiers du prendre soin, mais le cadre est vraiment différent dans le sens où on est sur des petites structures où un professionnel soignant va accompagner 3 personnes en perte d'autonomie sur toute une très longue période. Donc, il y a une relation longue et continue qui se crée entre le professionnel et la personne accompagnée. Et c'est ce qu'on a souhaité faire en mettant le professionnel au cœur de notre modèle. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de demandes. On a plus de 200 demandes par mois pour intégrer une maison Monseigneur en tant que professionnel accueillant dans ces maisons-là. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'environnement de qualité qu'on propose. Parce qu'effectivement, c'est des belles maisons de campagne. On n'est pas dans l'urbain, donc l'approche est vraiment, vraiment différente. L'environnement de travail, la maison Monseigneur est aussi un outil de travail. C'est un lieu de vie et un outil de travail. Et on avait vraiment à cœur de proposer un habitat qui permettait aux professionnels de faire son métier dans les meilleures conditions. Et enfin, et ça c'est le dispositif qui est derrière nos maisons Monseigneur, qui s'appelle le dispositif de l'accueil familial, qui est un dispositif qui existe depuis plus de 30 ans en France. C'est un dispositif qui a été très bien pensé et qui permet aux professionnels d'être bien rémunérés. Parce que en fait, c'est des professionnels indépendants qui passent un contrat de gré à gré avec la personne accueillie. Et ça lui permet aujourd'hui d'être en moyenne rémunéré 3 fois mieux qu'en établissement. Alors c'est un métier qui est lourd. C'est un métier qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, notre rôle, Monseigneur, en tant qu'accompagnant de ce professionnel, c'est de lui proposer des solutions de remplacement pour pouvoir souffler, pour pouvoir alléger son quotidien. Mais c'est vrai que face à cette vocation, c'est important de valoriser aussi par un salaire décent ces professionnels. Et ce dispositif de l'accueil familial permet d'atteindre cela. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que ça a suscité chez vous des réactions? Je viens vous apporter le micro. Bonjour, donc merci beaucoup. J'ai vraiment été très attentive, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez pu dire, et notamment par rapport donc, à ce que vous proposez avec les accueillants familiaux. Et vous disiez effectivement que le problème, parce qu'ils sont là H24 dans la maison, ils s'occupent de 3 personnes. Et donc pour le remplacement, donc, comment ça se passe, surtout si l'accueillant familial, il est en solo, il est tout seul, il n'a pas d'autres membres de sa famille qui peuvent venir en soutien. Comment ça se passe? C'est un point essentiel qui a justement malheureusement freiné le développement de l'accueil familial depuis 30 ans. C'est que le professionnel était isolé et n'avait pas de solution. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure, le professionnel accueillant a besoin de s'absenter quelques heures dans la journée. Nos maisons sont donc en hameau de 3 maisons. L'idée, c'est de créer de la solidarité entre les professionnels qui habitent au sein de ce hameau. Et donc, sur quelques heures, les autres professionnels accueillants du hameau vont pouvoir prendre en charge et accompagner les 3 personnes qui accompagnent l'accueillant pour lui permettre de s'absenter pendant une période courte. Ensuite, lorsque c'est des périodes plus longues, donc souvent des périodes de vacances, c'est Monseigneur qui a des salariés agréés par le conseil départemental, qui sont accueillants familiaux agréés, qui vont pouvoir venir remplacer le professionnel
dans la maison, le temps que le professionnel puisse partir en vacances pendant 1 ou 2 semaines et voilà, lui permettre de se reposer. Donc voilà, on a tout ce système-là de relais en fait, pour permettre à l'accueillant familial de prendre des temps de repos. Une autre question ? Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est d'après ce que j'ai compris, vous êtes quand même dans des lieux qui sont assez reculés. Et donc, qui dit lieu reculé, c'est souvent aussi des aires médicaux. Et donc, comment vous vous adaptez à ça par rapport aux soins, etc. Et ensuite, ma deuxième question, c'est pas vos objectifs de développement, mais comment vous allez vous développer ailleurs en France, quoi. Alors on a un cahier des charges assez strict en termes d'implantation. On est effectivement dans des zones rurales où la problématique des déserts médicaux est assez importante. On a besoin d'avoir un minimum de services de soins de proximité parce que le professionnel accueillant est responsable de ce qu'on appelle la coordination des soins. Donc c'est lui qui va faire intervenir les différents professionnels dans la maison pour apporter les soins à la personne accueillie. Maintenant, on a aussi une ambition, c'est par la présence de ces hameaux, de redynamiser aussi et de faire revenir des services de santé de proximité. Donc on va aller s'appuyer sur les services existants et essayer de renforcer la présence de cabinets médicaux dans ces territoires. Pour répondre à votre deuxième question, aujourd'hui on a une présence locale forte, notamment dans le département de l'Ain, avec les 6 premières maisons Monseigneur qui ont ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on est en train de créer ce maillage territorial dans ces zones rurales, plutôt aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ouverture d'un peu plus de 50 maisons l'année prochaine. Donc ce sont des maisons qui sont en cours de construction et qui vont ouvrir à partir de mars 2025, donc dans 6-7 mois. Et puis ensuite, l'idée c'est de créer ce maillage territorial sur l'ensemble du territoire français. Donc notre but à moyen terme, à 3 ans, c'est d'avoir un peu plus de 300 maisons sur l'ensemble du territoire. En zone rurale, périurbaine, on essaye. C'est plus compliqué parce qu'en fait, ce n'est pas forcément les mêmes réflexes. C'est pas aussi l'accessibilité au foncier un peu plus compliqué. Et peut-être que dans un horizon un peu plus lointain, d'arriver à aller aussi en ville, parce qu'on sait qu'il y a aussi des besoins, il y a aussi une complémentarité à créer avec des EHPAD en centre-ville. Donc, mais ça sera plutôt du plus long terme, avec un modèle un peu différent, parce que ça sera du collectif, tout en gardant cette solidarité aussi entre les professionnels. Donc il va falloir imaginer un autre modèle autour de ce fonctionnement-là. Alexandre, déjà, bravo pour le projet, c'est vraiment hyper intéressant, j'avais jamais entendu ça. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans le modèle, c'est étant donné que vous avez des maisons, si j'ai bien compris, avec du coup 3 résidents par maison, comment il marche votre modèle derrière pour avoir justement la capacité de rémunérer 3 fois mieux le personnel aidant dans ces maisons-là? Comment ça fonctionne sur ce... Enfin, comment c'est périn en fait? J'imagine que vous avez une solution, mais... Alors, l'idée de base derrière ça, c'est de valoriser le être avec et pas valoriser le faire à la place d'eux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où le professionnel va être rémunéré pour un nombre d'heures de tâches qu'il a fait pour la personne âgée, mais en fait, il va être rémunéré pour vivre avec la personne et lui apporter un ensemble de solutions au quotidien. C'est-à-dire que l'accueillant, il peut être sollicité à tout moment, de la journée, de la nuit, c'est le principe, on vit ensemble. Lorsque la personne âgée a besoin de l'accueillant, il doit se rendre disponible et c'est son métier. Mais il y a plein de moments dans la journée où il n'a pas besoin d'être à côté de la personne âgée. Donc on vient vraiment repenser le fonctionnement du professionnel en disant, en fait, c'est des gens qui vivent ensemble, ils passent leur quotidien ensemble. Donc on ne peut pas compter les heures, mais on va plutôt valoriser les missions. Comment est-ce qu'on le fait concrètement? C'est via le dispositif de l'accueil familial où ce n'est pas un contrat de travail, c'est un contrat de gré à gré entre l'accueillant et l'accueilli. Ce contrat, il va stipuler un certain nombre de missions que l'accueillant doit proposer à la personne accueillie et en contrepartie, une rémunération. Un loyer parce qu'il y a une location d'une partie de la maison, mais il y a aussi des indemnités d'entretien de la maison, des frais de bouche, et puis un salaire de l'accueillant. Ça, c'est pour une personne. Et en fait, pour chaque personne, on vient
multiplié par le nombre de personnes accueillies dans la maison. Donc on a 3 fois 3 contrats de gré à gré. Pour chaque personne accueillie, le prix, il est environ 20-30% moins cher qu'un établissement. Mais attention, ce n'est pas médicalisé, donc c'est difficile de comparer. Mais on est sur des prises en charge qui varient en fonction des revenus de la personne, qui peuvent aller de 1700, 1800 jusqu'à 2000 euros par mois, tout compris. En face, il y a des aides, parce que c'est de la prise en charge à domicile. Donc, en tant que service à la personne, il y a du crédit d'impôt. Et puis, il y a l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, qui permet de couvrir le coût de la prise en charge. Donc, mis bout à bout, ça permet d'un côté d'avoir un reste à charge. Alors, on travaille toujours plus pour le diminuer encore, parce qu'on sait que c'est encore trop cher. 1600 € par mois pour des personnes de campagne, c'est quand même assez cher. Mais en face, c'est le bon équilibre pour avoir une juste rémunération pour le professionnel accueillant. Et donc, on essaye d'équilibrer cette équation pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on ne vienne pas appauvrir les professionnels sous prétexte de vouloir faire une solution accessible à tous, sinon on n'arrivera pas non plus à valoriser les métiers. Donc c'est cette équation qui aujourd'hui fonctionne pour avoir des solutions accessibles et en même temps une rémunération décente pour le professionnel. Merci beaucoup. Et du coup, pour vous, Fadila, est-ce que vous avez parlé d'avoir des problèmes au niveau des aidants qui ont des charges de travail qui sont importantes? Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, des solutions technologiques, des logiciels qui les aident en fait, au quotidien à effectuer leurs tâches à plus grande échelle ou à passer moins de temps derrière l'administratif? Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui existent sur ce point-là? Alors, les aidants ou les professionnels de l'établissement? Ça peut être les deux, les animateurs, les aides-soignants, les infirmiers. Ça peut s'appliquer à n'importe quel membre du personnel dans ma question. Pour les aidants, tout à l'heure, les aidants familiaux, tout à l'heure, j'ai évoqué donc, le projet Vie la Vie. Et pour nos personnels à nous, en fait, effectivement, en fait, on est dans le développement, vous le savez certainement, développement des compétences par le biais de formations qui sont proposées donc, par le groupe Univie. On a aussi des logiciels, bien évidemment. On prend l'exemple des animatrices, elles bénéficient effectivement du logiciel Familio pour communiquer plus facilement avec les familles, avec l'entourage des résidents. Et au-delà, on avait fait appel aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, Alexandre, quand on a évoqué effectivement et les nouvelles technologies et les déserts médicaux. On a fait appel aussi pendant un certain temps par manque de médecins coordonnateurs à la télémédecine, en fait, où effectivement on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas de quel côté il faut le voir, on a pu faire appel effectivement à un médecin en fait, qui intervenait et qui pouvait consulter en fait, les résidents à distance. Merci beaucoup. Je suis désolée, c'est l'heure où l'atelier doit se fermer. Depuis déjà 5 minutes, on aurait dû arrêter. Alors on va essayer de tenir le planning. Merci beaucoup, mais ils sont quand même joignables, hein. Vous pouvez continuer à discuter avec eux juste après. Merci.